Bienvenue sur la Batterie Podcast. Bonjour, je suis Didier Ambacht. Dans le précédent chapitre, qui était le numéro 3, vous avez pu découvrir l'histoire de la grosse caisse. Aujourd'hui, toujours à la découverte de chacun des instruments de la batterie, nous allons aborder l'histoire de la caisse claire. Nous parlerons des différentes sortes de caisses, des matériaux et des fameux rudiments, la technique de base pour jouer de la batterie. La caisse claire est clairement l'instrument autour duquel tourne toute la batterie. Le signe évident de son importance cruciale est qu'elle occupe une position centrale par rapport à votre corps. Elle est placée directement devant le batteur, entre ses jambes. Si vous ne savez pas pourquoi elle est là et pas ailleurs, c'est que c'est juste super pratique pour faire des roulements, car accessible symétriquement des deux mains. Ensuite, elle fait partie des 3 instruments principaux sans lesquels il n'y a pas de batterie dans son sens historique. Les 2 autres étant le charlet, que l'on a vu dans l'épisode numéro 2, et la grosse caisse dans l'épisode précédent. L'un et l'autre étant d'ailleurs placés successivement à gauche et à droite de la dite caisse claire. Ce n'est pas un hasard. La caisse claire, c'est aussi l'unique instrument de la batterie à être aussi souvent joué seul. Cela arrive principalement dans le jazz et la musique expérimentale et contemporaine. Mon ami Seijiro Murayama, par exemple, la joue souvent en solo, comme dans cet extrait composé en collaboration avec la peintre Lala Reich. L'extrait s'appelle Intai numéro 2. La caisse claire, vous le savez, c'est comme la grosse caisse, une sorte de tambour. Certes, mais un tambour qui a un son très particulier que l'on reconnaît entre mille. Ce son est dû à la présence d'un timbre qui précisément change le timbre de l'instrument, c'est-à-dire sa sonorité. C'est lui qui donne ce son craquant et sans lui, la caisse claire sonnerait un peu comme une timbale sud-américaine. Voici un exemple sonore avec et sans timbre. Le timbre, c'est un ensemble de fils torsadés serrés contre une des 2 peaux du tambour afin de vibrer lorsque l'on frappe l'autre peau. Le son produit est donc l'addition du son de la baguette frappant une peau et du son du timbre. Cette façon de faire a été inventée en Europe pendant le Moyen-Âge avec un instrument appelé tabor. C'est cet instrument qui, en évoluant, a donné la caisse claire. Le tabor médiéval était un petit tambour en bois à 2 faces, parfois appelé tambour de parade, qui se jouait en le tenant d'une main et en frappant les 2 faces avec une seule baguette. L'autre main du musicien tenait une petite flûte, créant ainsi une combinaison musicale utilisée dans diverses occasions, comme les processions et événements religieux, les fêtes, les spectacles de rue. D'origine française, cette utilisation s'est répandue dans toute l'Europe, notamment en Suisse. Et la Suisse est un pays important, vous allez le voir par la suite. Elle s'est également répandue dans toutes les couches sociales, prisée à la fois par la noblesse et les cours royales et par le peuple. Au fil du temps, le tabor a donné naissance à d'autres types de tambours, dont la caisse claire de votre batterie, et il est encore joué quasi tel quel, dans sa version flûte ou fifre tambour, dans quelques traditions européennes, notamment en Provence avec le couple d'instruments galoubet tambourin, en Angleterre avec le pipe and tabor ou le flaviol et tamboril en Catalogne. Tous ces tabors ont un timbre, comme la caisse claire. À l'origine, c'est un boyau d'animal, probablement de porc, ou un assemblage de fils de chanvre qui était placé sous la peau de frappe, la peau du dessus que l'on frappe avec la baguette, et non pas sur la peau de résonance comme aujourd'hui. La baguette employée était elle aussi un peu différente, car elle n'était pas en bois, mais faite d'un os assez court. Aucun tabor de l'époque médiévale n'a cependant été conservé. Aucun ne nous est parvenu. Mais il existe des preuves écrites et des représentations sculptées ou dessinées de cet objet.
Son évolution vers la caisse claire s'est faite par des ajustements de taille qui ont probablement influencé le son et facilité sa manipulation tout en permettant des performances plus variées et plus expressives. En effet, les tabors les plus anciens ne mesuraient qu'une vingtaine de centimètres sur 20 de profondeur, et si leur taille a changé progressivement, les tabors n'ont toutefois pas atteint l'énorme caisse militaire du XVe siècle avec ses 60 cm de diamètre et 75 de hauteur, ce qui est l'équivalent d'une grosse caisse de concert classique d'aujourd'hui. Ce genre de tambour a été peint par Rembrandt dans son célèbre tableau « La ronde de nuit ». Le tabor devint tambour d'ordonnance, entre autres par cette technique importante et probablement venue de Chine, le jeu à 2 baguettes, qui s'est développé pour une version du tabor qui était principalement utilisée dans des contextes militaires, tandis qu'un tabor plus petit était conservé pour la musique de danse populaire, jouée par les ménestrels avec une seule baguette. Petit à petit, ce tambour, sous ses 2 formes, populaire et militaire, va trouver sa place, et même ses places. Voici donc cette évolution en quelques dates importantes. Vers 1250, nous avons donc l'association du tabor et de la flûte en France. En 1323, consécutivement à l'apparition du jeu à 2 baguettes, c'est l'invention de la technique du bâton rompu, c'est-à-dire 2 coups de chaque main, aujourd'hui appelé papa-maman, roulement ou double stroke roll en anglais. Une technique connue de tous les instrumentistes des percussions et dont on a fêté les 700 ans l'année dernière. Les premières traces écrites de techniques de jeu de tambour nous sont connues car ces techniques sont issues des signaux sonores. En Europe, et c'est peu connu, c'est d'abord pour la chasse qu'on utilisait ces signaux avec des tambours. La première mention date ainsi de 1394, dans un poème sur la chasse appelé « Le trésor de Vénerie ». Un siècle plus tard, en 1481, des instructeurs suisses forment les soldats de Louis XI. Ils vont y développer leur répertoire, comme cela se faisait depuis toujours, par tradition orale et par imitation. Car ce sont les Suisses qui introduisent le tambour dans l'armée, où après des siècles de suprématie, la cavalerie est mise en échec par l'infanterie. Pour en maintenir la cohésion par des signaux, les fantassins ne reprennent pas les trompettes des cavaliers, mais préfèrent le tambour portatif des paysans de leur montagne. C'est ainsi qu'en réorganisant son infanterie sur ce modèle suisse, François Ier emploie et rétribue des tambours et des fifres. Le tambour et la flûte sont en effet maintenant joués par 2 instrumentistes différents, présents dans chaque compagnie d'infanterie. Ces soldats suisses sont les ancêtres des fameux gardes suisses que l'on trouve aujourd'hui encore au Vatican. On est donc passé du tabor médiéval au tambour d'ordonnance, ou side drum, car il se porte sur le côté pour pouvoir être joué à 2 mains. Mais c'est dans le livre Orchésographie de 1589, un manuel de danse et de musique militaire du chanoine français Thoinot Arbeau, que l'on trouve les premières partitions de tambour au monde. La musique de danse qui y est décrite est simple et jouable avec une seule baguette, tandis que la musique militaire nécessite un joueur accompli qui en utilise 2. En 1670, on va codifier les coups de tambour et chaque compagnie d'infanterie est annoncée par une caisse claire sur le modèle suisse. Cette codification donnera les rudiments qui sont encore joués aujourd'hui. On les trouve à cette époque dans des partitions pour instructeurs, comme l'instruction pour les tambours de 1754. J'y reviendrai un peu plus tard lorsque je vais vous parler des rudiments. Car nous ne sommes alors plus très loin de la Révolution américaine de 1776, et c'est ainsi que les rudiments européens vont passer de Grande-Bretagne aux USA. Dans l'armée d'abord, puis dans les fanfares qui seront à l'origine du jazz. Le jeu de caisse claire évoluera à partir de là vers le jeu de batterie, mais ceci, c'est une autre histoire. La caisse claire que vous connaissez est directement influencée par les caractéristiques et l'évolution du tabor. Voici certaines caractéristiques qui ont été intégrées dans la conception de la caisse claire. Il y a d'abord le système de tension des cordes. Le tabor historique utilisait souvent un système de cordes pour tendre la peau de frappe. Cette caractéristique a été conservée pour la caisse claire, où un système de tirants et de vis est utilisé pour régler la tension et obtenir ainsi différents niveaux de résonance et de tonalité. Ce système est appelé l'accastillage.
je l'ai évoqué dans l'épisode sur la grosse caisse. Le tabor avait généralement un fût en bois peu profond qui amplifiait le son de la frappe. De même, la caisse claire a un fût métallique ou en bois, entre autres, souvent avec une construction peu profonde pour maximiser la projection sonore. Le système de timbre est également commun, à la différence que le ou les timbres étaient fixés à la peau de frappe sur le tabor et non à celle de résonance comme sur la caisse claire. Son mécanisme était également différent. Les timbres du tabor étaient en effet activés par la main du percussionniste en appuyant sur la peau de frappe, ce qui finissait par produire le son caractéristique. Bien entendu, dans la caisse claire moderne, le mécanisme est actionné par un levier, ce qui permet de contrôler la durée et l'intensité de l'effet sonore. Enfin, et c'est peut-être le plus important, la caractéristique a été conservée, c'est aussi le jeu et le rôle rythmique et d'accompagnement. Les deux instruments sont en effet d'abord des instruments qui accompagnent un ou plusieurs instruments mélodiques. Par contre, d'autres caractéristiques sont typiques de la caisse claire. Par exemple, l'évent a un trou percé dans le fût et qui permet à l'air de s'échapper, créant un son plus sec. De même, le système de tension des peaux est amélioré pour favoriser le rebond de la baguette et donc les roulements. À côté de ces emprunts, la révolution industrielle et l'innovation ont joué un rôle crucial dans la fabrication des caisses et ont contribué à transformer cet instrument en un élément central de la musique. D'abord grâce à la standardisation de la production. En effet, la production en série d'instruments, avec au moins à cette époque une qualité constante et reproductible, facilite la disponibilité et l'accessibilité pour toutes et tous. L'innovation a permis aussi l'utilisation de nouveaux matériaux. Par exemple, l'acier inoxydable et l'aluminium ont permis de créer des caisses plus durables et plus légères. Ces mêmes innovations ont permis aux mécanismes de réglage une amélioration constante. Des mécanismes plus sophistiqués, plus rapides, plus précis, pour les pots de frappe comme pour les pots de timbre. Enfin, la production en série a permis l'expansion des genres musicaux. Tout cela a contribué à l'essor de divers genres, ce qui a également influencé la demande d'instruments comme la caisse claire. La diversification des styles musicaux a entraîné la création de caisses adaptées à des genres spécifiques. Par exemple, des caisses claires plus lourdes et puissantes pour la musique militaire et des caisses claires plus délicates pour la musique de chambre. Pour finir, sachez que la caisse claire, avec sa forme définitive à double serrage de peau, est une invention américaine de par le brevet d'Émile Boulanger en 1883. Émile Boulanger était un émigrant français qui s'était installé à Saint-Louis dans le Missouri. Comme je le disais, à la suite de la fabrication en masse de caisses claires, on a assisté à un accroissement de demandes plus spécifiques. Les caisses claires ont été déclinées en différents modèles et vous en connaissez certains. Les caisses claires de marche utilisées pour la fanfare ont généralement une profondeur de 12 pouces, c'est-à-dire 30 cm, et un diamètre de 14 pouces, 36 cm, diamètre que l'on retrouve dans les caisses claires de batterie. Leur conception permet d'obtenir un son profond, efficace pour les marching bands. Elles sont conçues pour que la peau résiste à des tensions élevées et sont souvent jouées avec une baguette plus lourde et plus épaisse. Le cordage est souvent en nylon ou en chanvre. Similaires aux caisses claires de marche, les caisses claires de pipe band ou caisses écossaises sont profondes et accordées très serrées. La principale différence est qu'elles sont équipées d'un second timbre sous la peau de frappe. Cela leur confère un son encore plus net et plus vif. La musique jouée par les batteurs de caisses claires de pipe band peut être techniquement difficile et demande un haut niveau de compétence en rudiments. On va d'ailleurs en écouter un extrait avec Brendan Nouri lors d'un concours de caisses claires à Pontivy, en Bretagne. Les caisses claires orchestrales, par contre, ont généralement les dimensions des caisses claires de batterie, mais elles ont souvent des peaux animales, une peau de veau ou son imitation synthétique. Elles utilisent également des timbres en métal, en boyau ou en nylon. Certaines caisses claires orchestrales ont des systèmes de tension qui supportent simultanément 3 timbres et permettent de les régler indépendamment. Parmi les compositeurs historiques en ayant fait un usage, on peut citer Handel, Wagner, Berlioz, Ravel, Stravinsky. Mais c'est Jean-Baptiste Lully qui
qui a introduit le premier, le tambour, à l'opéra. En voici un petit extrait avec la marche pour la cérémonie des Turcs. Depuis Lully, les percussions en général sont entrées dans les mœurs de la musique contemporaine. On peut en retrouver de nombreux exemples. Voici une œuvre de 2008 de Yann Robin. En raison de la profondeur plus étroite de la piccolo par rapport à celle de la caisse claire de marche ou à celle de batterie, un son plus aigu lui est généralement associé. À noter que le son plus tranchant de la piccolo se propage plus loin et est capté par des micros éloignés. Cela peut être gênant en live ou en enregistrement. Il existe de nombreux types de caisses claires piccolo, notamment les caisses popcorn, soprano ou standard. Un utilisateur bien connu de la caisse piccolo était Neil Peart, le batteur de Rush. Et puisqu'on parle de lui, le voilà. Comme caisse claire remarquable et que vous ne connaissez peut-être pas, on peut encore en citer 3. Le Tarol d'abord, qui a des dimensions similaires à celles de la caisse claire de batterie. La principale différence est que le timbre est situé sur la peau de frappe, comme pour le Tabor. Il y a également le tabalet ou tabal, ou tambourin valencien, qui est un instrument à percussion tendu par une corde. Il y a enfin la quecha malacacheta. Quecha signifie boîte. Il s'agit d'une caisse claire simple de 12 ou 14 pouces de diamètre et de 8 pouces de profondeur. Un instrument typique de la samba. Elle est faite d'aluminium ou d'acier avec des cordages de caisse claire sur le dessus. Peut être jouée avec une sangle ou sur l'épaule pour projeter le son. Vous le voyez maintenant avec tous ces exemples, la caisse claire est un instrument très riche et varié. Dans les caractéristiques de la caisse claire, j'ai parlé de ses dimensions qui sont notées 14 par 5,5 pouces par exemple. Ces deux valeurs correspondent au diamètre et à la profondeur de la caisse claire, qui sont tous les deux exprimés en pouces. Je rappelle que plus le diamètre d'un instrument à percussion est grand, plus le son est grave. Nous l'avons vu avec la grosse caisse et avec les cymbales. Le second chiffre correspond à la mesure de la profondeur. Plus la caisse claire est profonde, et plus le son sera puissant et riche en harmonique. Il y a des piccolos de 3 pouces et des caisses claires de fanfare de 12 pouces. Peu d'harmonique donc sur les piccolos, beaucoup sur les caisses de fanfare. Aujourd'hui, la plupart des caisses claires vendues sont de 14 par 5 pouces, ou 14 par 6,5 pouces pour le rock. Dans le métal, cela peut aller jusqu'à 8 pouces. Mais à chaque fois, c'est une question de goût. Il faut simplement être au courant du rendu, et pour cela, seule l'expérience ou de nombreux essais en magasin, par exemple, peuvent vous renseigner. À titre personnel, je possède 4 caisses claires de profondeur et de diamètre différents. De même, j'utilise des peaux très différentes qui vont de la très fine à quelque chose de plus épais pour moins d'harmonique. Mais là encore, c'est une question de goût. Tout aussi important que les dimensions, le matériau du fût. C'est lui qui détermine la chaleur du son,
le taux d'harmonique produit et en accord avec la profondeur, la projection plus ou moins grande du son. La composition des caisses claires historiques ne nous est pas toujours connue avec précision, mais grâce à certains documents, comme l'ouvrage de Charles Gourdin sur l'enseignement du tambour dans l'armée française, qui date de la fin du XIXe siècle, on peut en savoir un peu plus. Il y est précisé en effet que la caisse est alors composée d'un fût de cuivre jaune, de 2 cercles en frêne, d'un timbre en corde de boyau, d'un cordage en chanvre, de peaux roulées sur de petits cercles en frêne. Celle du dessus est dite de batterie, celle du dessous de timbre, comme aujourd'hui. Alors je vais parcourir rapidement les matériaux que l'on trouve le plus souvent dans la composition des caisses claires. Pour certains de ces matériaux, j'y reviendrai plus en détail dans l'épisode suivant, consacré au tom, car il y a évidemment une relation étroite entre les deux instruments aujourd'hui. Et évidemment, nous allons écouter ici les plus spécifiques, comme les métaux, qui sont rarement utilisés pour les toms. L'acier, par exemple, est riche en harmonique avec une brillance et une clarté bien connues. Les caisses claires en acier sont très utilisées chez les batteurs à la frappe appuyée. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que ce matériau soit réservé au métal. À titre d'exemple, on peut écouter la Sonor Compressor, on peut aussi essayer de deviner où se trouve la DW en acier dans ce morceau. Le laiton ensuite est un classique, il produit une sonorité plus ronde que l'acier. Du fait de sa malléabilité plus importante, le laiton absorbe davantage des vibrations intenses. Il en résulte une sonorité plus chaude que bien des batteurs associés à un fût en bois. La plus connue des caisses claires en laiton est évidemment la Ludwig Black Beauty. Si je vous parle maintenant des Ludwig supraphoniques et Acrolite, vous savez que je vais parler d'aluminium. Ce sont des caisses ultra connues car jouées sur d'innombrables morceaux. L'aluminium donne un son sec, ce qui fait que ces caisses sont jouées sans être atténuées, j'allais dire sans être bridées. Les caisses Ludwig étant relativement chères, il existe quelques alternatives, dont la série Tama SLP. Il reste encore le cuivre. Le cuivre a un côté plus sombre, moins accentué sur les aigus. On trouve souvent cette matière dans des ensembles orchestraux. Comme exemple sonore, nous pouvons écouter la Pearl Jupiter de Stewart Copeland. Le bronze est rarement utilisé, mais quand il l'est surtout pour son côté chaud. Les basses sont en effet plus présentes. Il y a très peu d'attaques par rapport à l'acier ou à l'aluminium. En parlant de chaleur, on peut dire que c'est une caractéristique commune de tous les bois. L'érable, par exemple, l'un des plus connus, favorise les basses fréquences. Il est donc apprécié pour le son chaud qu'il produit, et il possède en plus des médiums et des aigus très équilibrés. Le son est donc clair et supporte une plage d'accordage très large. Une caisse claire en érable est donc très polyvalente. À titre d'exemple, nous pouvons écouter un solo de Tony Williams où il n'utilise qu'une caisse claire en érable et une grosse caisse. Le bouleau est un bois dur ayant des propriétés physiques similaires à l'érable. Dans l'ensemble, le bouleau peut être décrit comme étant un peu plus grave et un peu plus tranchant au niveau des aigus que l'érable.
Le bouleau est le matériau des sonores SQ1 et des Yamaha Recording Custom. L'acajou ou mahogany a un son plus vintage, plus chaleureux. Il résonne bien donc dans les basses et le bas médium. La Mapex Heartbreaker est un exemple. Le peuplier ensuite est un bois tendre et comparable en termes de sonorité à l'acajou ou au bouleau avec un peu plus de basse. Utilisé seul, on le retrouve dans des batteries d'entrée de gamme, mais c'est un bois souvent mélangé à l'érable, notamment pour les batteries haut de gamme. On peut l'écouter sur la Tama Imperial Star. Bien sûr, il faut tester tout cela vous-même, car d'autres caractéristiques, telles que le chanfrein ou les cercles, ont une grande influence sur le son. Ce n'est pas toujours le cas, mais il existe de nombreux fûts hybrides, c'est-à-dire des fûts avec des plis de bois de différentes essences. Car pour le bois, l'une des caractéristiques importantes, outre l'essence elle-même, est le nombre de plis. Le nombre de plis, c'est le nombre de couches de plaquage de bois superposées qui composent le fût. Les plis sont collés ensemble et pressés pour former une structure solide et durable. Le nombre de plis varie d'un tambour à l'autre et peut avoir un impact important sur le son, bien entendu. West Custom Drums, un artisan français, propose des caisses hybrides comme par exemple érable plus frêne ou hêtre plus bouleau. Et plus encore, un assemblage de métal et de bois avec l'érable et le laiton. Enfin, je vais vous parler d'un dernier matériau qui est le plastique, enfin l'acrylique. Et l'utilisation de l'acrylique comme matériau est un concept qui a été inventé par Bill Zikos, qui était un batteur de jazz big band et un propriétaire de magasin de musique aux États-Unis. Il a commencé à expérimenter les fûts en acrylique dans les années 50. Alors évidemment, on trouve des batteries très connues comme la Vista Lite en acrylique, mais pour la caisse claire, ça existe bien sûr, mais c'est assez anecdotique. Outre le matériau, il y a une chose très importante pour tout tambour, tom ou caisse claire, c'est le chanfrein. Alors qu'est-ce que le chanfrein ? Eh bien lorsqu'on frappe sur une peau avec une baguette, les ondes se propagent et sont stoppées à l'endroit exact où repose la peau. Cet endroit du tambour est appelé le chanfrein. Le chanfrein est tout aussi important dans le son d'un fût que la nature de son essence, son épaisseur ou sa profondeur. Un chanfrein donc qui est un peu le bord d'un fût, qui serait abîmé, mal réalisé, eh bien il ne stoppera pas uniformément les ondes. Du coup, ça va affluer sur son son, il ne sera pas aussi bon et en plus, l'accordage sera plus difficile. Comme je vous le disais au début de ce podcast, une des caractéristiques qui fait qu'une caisse claire est une caisse claire et non un tambour, c'est son timbre. Mais comment est-il fait ? Eh bien, le timbre, c'est un ensemble de fils torsadés en spirale, créant le son craquant et brillant que vous connaissez. Les timbres les plus répandus sont faits en acier chromé. Comme je vous l'ai dit, dans le passé, ils étaient fabriqués à partir de végétaux ou de boyaux d'animaux serrés contre la peau de résonance. Les timbres en boyau avaient alors un son très mat et sec, comparé aux timbres en métal actuels. On imite aujourd'hui d'ailleurs leur son avec des timbres en matière plastique. Et celui-ci fait encore partie de l'arsenal obligatoire de tout percussionniste d'orchestre. Beaucoup d'autres matériaux sont utilisés, comme l'acier, je vous l'ai dit, et le bronze. La plupart des caisses claires ont des timbres à 20 brins. Ceux-ci sont reliés à 2 plaques de métal qui se fixent au déclencheur de la caisse claire grâce à une ficelle ou à une bande de plastique. Les timbres disponibles possèdent de 8 à 42 brins. Alors retenez simplement que plus le nombre de brins est élevé, et plus le son sera riche. Les gros timbres sont surtout utilisés dans la musique classique. D'ailleurs, certaines caisses claires possèdent 2 déclencheurs au lieu d'un seul. De cette façon, vous pouvez choisir la taille du timbre que vous enclenchez. Et du coup, vous avez 4 possibilités de son. Vous avez le son avec les 2 timbres, celui avec le timbre numéro 1, celui avec le timbre numéro 2, et enfin, le son sans timbre. Ce procédé est utilisé sur les caisses claires orchestrales. Autre élément très important, les pots. Les pots vont bien sûr connaître quelques évolutions depuis l'époque médiévale. On utilisait à la Renaissance des pots de serpent, puis des pots d'âne chez les mousquetaires, puis enfin de la chèvre et du veau. Vous voyez, c'était très varié. Ce dernier animal, le veau, fournira des pots jusqu'à l'invention du plastique. La peau en mylar, en plastique donc, a été inventée par le batteur Marion Chick Evans en 1956. Evans est d'ailleurs toujours une grande marque de peau.
Pour la caisse claire, on sait que la peau est tendue généralement assez fort, on l'a vu. Cela pour rendre audibles les notes rapides des roulements et faciliter le rebond. Alors maintenant que nous avons vu l'historique de la caisse claire, ses différents types, les matériaux utilisés et de petites explications sur le chanfrein, le timbre et les pots, il nous reste à voir le plus important, c'est ce qu'on en fait. Je ne vais pas bien sûr me lancer aujourd'hui dans un historique complet du jeu sur la caisse claire, car je pense d'une part que je peux en faire un épisode entier, tant le sujet est vaste, et d'autre part, il pourrait être intéressant de confronter les points de vue lors d'une interview par exemple. Alors donc aujourd'hui, voyons les techniques de frappe et le point de départ du jeu sur caisse claire qui est devenu avec le jazz le point de départ du jeu sur la batterie, les fameux rudiments. Pour commencer, je vais vous faire écouter le premier enregistrement d'une caisse claire de batterie. Il ne s'agit pas de jazz, de musique militaire ou de classique, mais bien sûr du ragtime. James Land, en 1904, a réalisé cet enregistrement du Ragtime Drummer, où on entend 8 mesures d'intro à la caisse claire. On y reconnaît les techniques du tambour militaire, comme les flats ou les roulements. Après cette intro, vous allez l'entendre, il suit la mélodie de l'orchestre avec un woodblock. Avant d'en venir aux rudiments, voyons les techniques de frappe. Il en existe 5 qui sont spécifiques à la caisse claire. D'une part, la frappe habituelle, qui est celle de l'olive sur le centre de la peau. On dit aussi pleine peau. Ensuite, il y a le rim shot, qui consiste à frapper simultanément le cercle, ou rim en anglais, et la peau. Cette technique aurait été inventée par Gene Krupa. Ce n'est pas une technique sans nuance, puisque en frappant la peau plus ou moins près du centre, on peut obtenir différents sons. Ensuite, il y a le cross stick, qui est une frappe qui consiste à frapper le cercle avec le manche tout en plaçant l'extrémité de la baguette avec l'olive contre la peau. La frappe du cercle seul, le rim stroke ou rim click. Et enfin, le stick shot, qui consiste à poser la baguette contre la peau et on la frappe avec l'autre baguette. Un procédé très employé par les premiers batteurs de jazz. Une grande partie du développement de la caisse claire et de ses rudiments est étroitement liée à son utilisation dans l'armée, nous l'avons vu. Sanford Moller, l'inventeur de la fameuse méthode Moller, qui est une technique de frappe avec rebond de la baguette, a écrit à ce sujet que pour acquérir une connaissance de la véritable nature de la caisse claire, il est absolument nécessaire d'étudier le tambour militaire, car la caisse claire est essentiellement un instrument militaire. Alors bien que ce soit des propos très arrêtés, voire conservateurs, il faut bien admettre que les rudiments sont comme les bases des rythmes. Ils sont simples et ont évolué au fil du temps à travers la pratique de militaires anonymes en Europe et peut-être même celle de musiciens médiévaux itinérants. Ils ont été transmis oralement dans l'armée pour guider les pas des soldats et distinguer les nationalités. Enfin, les tambours rythmaient la vie militaire avec des signaux comme le réveil. Mais il ne faut pas confondre les signaux et les rudiments. Tous les rudiments répondent d'abord à des considérations purement logiques et non culturelles, ce qui leur donne un caractère universel. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, la trompette a largement remplacé la caisse claire et la flûte pour les signaux. La plupart des armées utilisent uniquement le clairon pour les appels, mais les rudiments sont restés, transmis à la batterie par les fanfares, puis les musiciens de jazz. Un détail assez amusant est le nom qu'on leur donne. En anglais, ils sont plutôt descriptifs. Double stroke roll, Swiss Army triplet, double paradiddle. Alors qu'en français, le vocabulaire est plus imagé avec des onomatopées. Certaines sont devenues courantes comme patatras pour décrire une chute ou flagada pour un état de fatigue. Je vais vous faire entendre maintenant et vous décrire quelques rudiments couramment utilisés. Il y a d'abord le coup simple, single stroke roll en américain, ou anciennement appelé bâton rond. Ensuite, le roulement, le fameux papa-maman, anciennement appelé bâton rompu, double stroke roll en américain. Voici le bâton mêlé. C'est un coup simple d'une main alterné avec coup doublé de l'autre, dans un même débit. C'est un coup peu apprécié dans la batterie militaire française parce qu'il a un aspect syncopé et asymétrique. Et au contraire, il est apprécié dans le jazz et dans les musiques syncopées.
Voici le fla, c'est-à-dire un coup d'une main accentué précédé d'un coup de l'autre main. En anglais, flam. J'en profite pour vous parler d'un rudiment qui n'existe que dans le tambour français. Il s'agit du coup de charge, qui est un flam inversé. C'est-à-dire que vous avez d'abord le coup accentué, suivi d'un coup faible. Voici maintenant différents ras, roll en anglais. D'abord le ras de 3 coups, ou drag, anciennement appelé rough en anglais. Voici ensuite le ras de 5, puis de 7 et de 9. Il est à noter que les différents rolls dans les rudiments américains, qui sont identiques donc au ras, commencent sur le premier temps, donc l'accent est en syncope, ce qui fut la manière de jouer les marches au tambour au début, comme décrit dans Orchesographie, le bouquin dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Voici ensuite le moulin, ou single paradiddle, qui est une alternance de 2 coups simples et d'un coup doublé, avec inversion des mains. Et enfin, le volant, ou en anglais double paradiddle. Donc c'est le même que le paradiddle, mais avec 4 coups simples au lieu de 2. Pour terminer ce chapitre, je vais vous parler des quelques tentatives pour définir et réglementer les rudiments, à commencer par leur nombre. C'est d'abord un Français, un certain comte de Bombelles, qui en est l'auteur en 1754. Il a été chargé par le roi de réglementer les tambours, d'en détailler les principes et d'imaginer une façon d'écrire les différentes batteries, c'est-à-dire les roulements. Car jusqu'à présent, il n'existe ni méthode de tambour, ni partition. Exclusivement militaire, l'apprentissage de l'instrument se fait alors à l'imitation. Ainsi, il écrira les premières instructions pour 12 batteries, les autres roulements et coups de baguette ne sont pas détaillés. L'armée américaine, grâce à Charles Stewart Ashworth, a compilé ses propres rudiments dès 1812. Cette liste comprenait 18 rudiments. En 1861, il y en a eu 25, puis la liste de Moller en comptait 26. Bref, vous connaissez les Américains, il fallait mettre de l'ordre dans tout ça. Autrement dit, établir un standard. Et ainsi fut créée la National Association of Rudimental Drummers, connue sous l'acronyme NARD, et non pas NERD. Il fut décidé de n'en choisir que 13, qu'il était nécessaire de maîtriser pour faire partie de cette association. Puis il y avait un second palier à franchir, un autre niveau comprenant également 13 rudiments. Leur nombre total était donc de 26. En 1982, une dernière standardisation exhaustive vit le jour avec la Percussive Arts Society International Drum Rudiments. La liste comprend les 26 rudiments traditionnels de la NARD, plus 14 autres issus des corporations ou fanfares, les fameux drum corps, et d'autres venus des orchestres classiques et même des Européens. Cette liste est devenue la liste officielle des 40 rudiments à apprendre. Vous en trouverez le lien dans la description. Le prochain épisode sera consacré aux tomes, des tambours au nom curieux, qui ont été accolés à la batterie tardivement. Ils sont le point final de la standardisation du drum set. Ne manquez donc pas cet épisode, et en attendant, retrouvez le podcast sur les réseaux et sur le site dédié, labatteriepodcast.fr. Je vous rappelle que certains épisodes appelés Zim-Boom, consacrés à des points plus précis comme un son particulier, un rythme ou un événement dans l'histoire de la batterie, ne sont disponibles qu'en aidant le podcast via mon Patreon. Vous pouvez souscrire à partir de 3 € par mois, et il y a des goodies régulièrement. Une autre façon de me soutenir est de noter ou commenter cet épisode. Je vous encourage à le faire car c'est gratuit. D'ici là, bon rythme, car dans la vie, tout est rythme. Je vous laisse avec Chick, qui est un solo de caisse claire composé par Nicolas Martincio. Nicolas Martincio est un compositeur et percussionniste de l'Orchestre Philharmonique de Paris.